20h sur la télévision Futur Média, un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bienvenue, les titres dans un court instant. Bakary Baldé repose désormais au cimetière de Ouakam. L'élève âgé de 15 ans est décédé en plein cours d'éducation physique. Sa famille inconsolable déplore des lenteurs dans l'administration des secours et annonce une plainte contre l'établissement. Vous entendrez son père Demba Baldé dans ce journal. Manifestation à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en soutien à leurs camarades de Bambey. Les étudiants de l'UGB ont bloqué la circulation plus de 5 heures. Plusieurs blessés dénombrés après des échauffourées avec les forces de l'ordre. Sur place, la tension est toujours vive et les étudiants ne comptent pas céder à la pression. Vers des perturbations dans le secteur de la santé, grève générale annoncée en janvier prochain par la Fédération des syndicats. En cause des revendications insatisfaites, la sempiternelle problématique des accords signés avec le gouvernement, dont le non-paiement du régime indemnitaire. Le Tchéboujen inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'invention de Penda Mbaye, jeune femme saint-louisienne dans une situation de résilience coloniale, rejoint ainsi la pizza italienne et le couscous maghrébin auprès de l'institution spécialisée des Nations Unies. De l'avis de certains experts, il s'agit là d'un fort signe de reconnaissance culturelle, mais aussi et surtout d'un vrai succès diplomatique pour le Sénégal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre l'actualité avec ce drame survenu au CM de Ouakam. Bakary Baldé, âgé de 15 ans, est décédé en plein cours d'éducation physique. Son père, choqué par la mort brutale de son fils, est très remonté contre le personnel de l'établissement dont il déplore la lenteur dans l'administration des secours. Il reproche au personnel du collège de n'avoir pas donc secouru son enfant à temps. Nous l'écoutons, le papa de Bakary Baldé, il se nomme Demba Baldé, il est au micro d'Abib Faye. Hier matin, l'enfant m'a demandé d'acheter un cahier et son petit déjeuner, je lui ai donné. À ma plus grande surprise, c'est une petite fille qui est partie dans mon école pour m'avertir que Bakary est tombé dans la cour. À ma plus grande surprise, je suis parti à l'école et je l'ai trouvé enfermé dans une chambre. Le gars, celui qui l'a enfermé, il était affolé parce qu'il m'a montré une première pièce. Or que c'était à la deuxième pièce. Avec des clés à la main, il a ouvert la porte, j'ai trouvé, l'enfant est par terre avec ses habits. Les premiers secours, normal. Il devait enlever la ceinture, faire autre chose, mais rien. C'est comme ça que j'ai trouvé l'enfant. C'est après qu'ils sont venus dans l'école où je travaille pour me dire que Massaou Nanga, je ne sais pas que c'est. Mais je n'ai pas lu l'autopsie. Okay. Paix à son âme, l'université Gaston Berger de Saint-Louis en situation d'alerte. Une vive tension a régné ce mercredi au campus, déterminés à apporter leur soutien à leurs camarades de Bambey. Eh bien, les Sanarois, comme ils aiment se faire appeler, ont bloqué la route nationale plus de 5 heures. Des échauffourées avec les forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés du côté de ces étudiants, mais cela n'a, semble-t-il, pas émoussé leur ardeur puisqu'ils comptent remettre ça dans les prochaines heures si la situation n'évolue pas au Ousseynou Diop. Université Gaston Berger bu Ndar mbir yi tàngoon na lool ci diggante force de l'ordre yi ak étudiants yi ñoom étudiants yu Université Gaston Berger bu Ndar la leen naqar yi bokk na ci situation bi am ca Bambey ñu ne nag dañuy jàppale seen morom yi tax nag ñu ni duñu wàcc tali bi bu fekkee ni jafe-jafe bay am ca Bambey kenn réglé wu ko. D'accord, depuis 3 jours. Un petit souci technique avec cet élément puisqu'il s'agit de la version Wolof. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et justement, du côté de Bambey, sachez que les étudiants ne répondront plus à la commission de discipline de l'université Alioune Diop. Les 3 concernés ont certes reçu une notification du report sine-die de la rencontre, ce qui n'a pas faibli leur détermination. Ils continuent d'exiger les revendications et la libération de leurs camarades retenus donc dans les liens de la détention. Les détails, c'est avec Babacar Diouf. Ils ont fait l'annonce cet après-midi au cours d'une conférence de presse tenue dans la cour du campus de l'administration. Le vice-recteur chargé des études, en l'occurrence, l'a confirmé. Les étudiants ne répondront plus à la commission de discipline de l'université Alioune Diop. On parle aussi d'un autre conseil de discipline
on parlait de demain, mais avec les agissements, on a dit que c'est repoussé jusqu'à une date ultérieure. Répondant au recteur qui a soulevé le caractère violent de leur manifestation, les étudiants de Bambey se disent sidérés. Le représentant du Khalif général des Mourites était dans la tâche donc, pour nous demander d'être souple, et on l'avait fait. C'est pour cela d'ailleurs même que l'on avait appelé aux étudiants de rejoindre les salles de classe en attendant qu'on puisse régler le problème en paix et en sécurité et dans la stabilité. À Bambey, les étudiants campent toujours sur leur position et exigent la libération de leurs camarades interpellés. Nous exigeons le retrait des forces de l'ordre au sein du campus pédagogique. Il y a eu des étudiants qui ont été libérés, mais 3 parmi eux ont été déférés. Donc il y a eu des diligences. Maintenant, ce que nous demandons, c'est une libération immédiate et sans condition. Le gouvernement, au-delà même le président de la République, fasse des diligences pour résoudre le problème non seulement qui se passe ici, mais partout dans les universités sénégalaises. Ils se disent tout de même ouverts au dialogue et remercient par la même occasion leurs camarades des autres universités du Sénégal. J'en profite pour remercier d'ailleurs la communauté estudiantine de tout le pays. Et des remous également dans le secteur de la santé. La Fédération des syndicats de la santé annonce une grève générale le 4 janvier prochain. Elle réclame le respect des protocoles d'accord signés avec le gouvernement et le paiement du régime indemnitaire notamment. Plus de détails livrés au cours de la conférence de presse tenue justement par la Fédération des syndicats de la santé. C'était ce mercredi matin en présence de nos reporters Cheikh Diop et Pape Sangone Mbaye. Tous des acteurs de la santé, 6 syndicats autour de cette table, plusieurs revendications au menu. La Fédération des syndicats de la santé, F2S Bolo Laaj Suñu Yelleef, liste les problèmes. Il s'agit du régime indemnitaire. Il y a une partie qui concerne la motivation de la Covid pour les travailleurs au niveau des collectivités locales. Il y a le système de rémunération au niveau de la fonction publique. Il y a l'indexation des primes et d'indemnités de la pension sur la pension de retraite. Il y a la situation des agents de santé communautaires aussi, des prestataires, des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous demandons un statut pour les agents de santé communautaires, une régularisation des prestataires, une intégration des contractuels à la fonction publique. En ce qui concerne le plan de carrière et le reclassement des infirmiers et sages-femmes. Il y a le respect aussi des accords, des différentes conclusions dans les négociations. L'attribution de terrain, notamment à Takakholpa. Des plans d'action seront mis en œuvre dans les prochains jours pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Toutes les structures du Sénégal, Matam, Tamba, Kédougou, un peu partout. Ensuite, le 7 janvier, on va organiser une marche qui va quitter l'NDSS pour aller au ministère de la Santé. Le 2 janvier, on va déposer un préavis de grève. Et à partir du 4, nous allons aller en grève. La Fédération des syndicats exige immédiatement un meilleur traitement. Elle demande aussi la subvention de la prise en charge. Et nous restons dans le domaine de la santé. C'est pour parler de la phase 3 du programme Réseau Ouest-Africain de recherche sur la tuberculose, le sida et le paludisme. Ce programme a été lancé à l'IRSF de Diamniadio. Il regroupe 12 pays. Il est né d'un partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et l'objectif, c'est de trouver des vaccins et des traitements pour la prise en charge des maladies liées à la pauvreté dans certains pays. Professeur Souleymane Mboup est directeur général de l'IRSF. Il est au micro d'Ahmadou Diouf Diagne. Quand ce programme a été lancé, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un déséquilibre, surtout dans la recherche clinique en Afrique. Et que les premiers projets de ce programme, qui étaient justement lancés, ont bénéficié beaucoup plus à l'Afrique du Sud et à l'Afrique de l'Est, par le fait qu'ils avaient beaucoup plus d'expertise, mais aussi beaucoup plus de collaboration, surtout avec des partenaires internationaux dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le Partnership Board, c'est-à-dire vraiment le groupe des partenaires, mais également le groupe africain de coordination des membres africains qui ont décidé de rééquilibrer en créant ce qu'on appelle des réseaux d'excellence, Network of Excellence. Et c'est ainsi qu'il y a eu la création de 4 networks
un en Afrique de l'Ouest qui est Wanetam, en Afrique centrale Kantam, mais également en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Ceci pour que tout n'aille pas juste dans les groupes les plus performants, mais aussi qu'on essaie de relever le niveau justement des autres parties de l'Afrique. Et c'est ainsi que EDCTP a été créé avec des objectifs de créer déjà un partenariat entre les chercheurs dans la sous-région, mais également de renforcer les capacités en matière de recherche clinique. Et on a fait pas mal de formations, de renforcement de capacités. Allez, cette information à présent certainement utile aux populations du Sénégal oriental, l'ouverture prochaine d'un laboratoire d'envergure dans la zone, notamment dans la région de Tambacounda. Objectif, pousser les communautés de la zone justement à se faire vacciner contre la Covid. Nous écoutons la directrice générale de la santé, par ailleurs présidente du Comité national de gestion des épidémies, Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Elle est avec Moussa Omar Gueye. Avec M. le médecin chef de région. Et nous-mêmes, nous savons qu'il y a eu des difficultés, en tout cas pendant la gestion, cette première gestion de la crise, parce que Tamba parfois attend 48 heures à 72 heures. Et naturellement, je lui ai dit que nous sommes en train de réfléchir et je pense que ça va se passer de façon très positive. On fera tout parce que nous sommes en train de voir comment zoner le Sénégal pour avoir des laboratoires, en tout cas de grande envergure, un peu partout dans les 4 axes du Sénégal. Et naturellement, la région orientale aura, et ceci, j'ose dire, au nom de M. le ministre de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui aujourd'hui, à travers l'administration territoriale et le nom de tous les sectoriels, lance ses revues intra-actions régionales. Ce qui est sûr et certain, vous allez le trouver dans les gaps, mais j'ose vous dire que la solution positive est en train de venir. Avec un but final qui est l'adaptation des stratégies. Nous avons mis beaucoup de stratégies. Au départ, nous étions sur des diagnostics bien ordonnés avec la définition des cas. Ensuite, nous avons hospitalisé, en tout cas dans les lieux dédiés, c'est-à-dire au niveau des centres de traitement épidémique. À un certain moment, nous sommes passés à une stratégie extra-hospitalière. Nous avons utilisé des hôtels, nous avons utilisé d'autres réceptifs. Et c'est l'occasion de remercier les uns et les autres parce qu'en tout cas, cette lutte a été une lutte multisectorielle et multidisciplinaire. Et tout dernièrement, on était au mois de juillet à la PECADOM et la prise en charge. Et puis, nous en avons largement parlé la semaine dernière, l'initiative de Locafrique et Worldwide pour justement permettre à une centaine de personnes d'être opérées au niveau de l'hôpital principal de Dakar. Une mission qui a mobilisé plusieurs chirurgiens et médecins de renom. Eh bien, à l'heure du bilan, les initiateurs affichent satisfaction, Mamadou Fall. Les efforts combinés des ressorts Worldwide et Loco-Afrique ont sauvé plus d'une centaine de personnes au Sénégal via une chirurgie réparatrice réalisée par des médecins volontaires. Une mission bien réussie. Ils ont permis de donner du sourire aux patients, mais également aux familles, certaines familles, pendant ces 10 jours. Il y avait effectivement 6 blocs ouverts, 6 blocs opératoires qui étaient ouverts, donc, et ça tournait à plein pot de 8h à presque 22h, tous les jours. Et il y avait d'autres spécialistes qui étaient présents. Des médecins de renom ont foulé la terre sénégalaise avec le concours de Mbacké Dioum. Cette année, nous avons eu 5 chirurgiens. C'est le plus grand nombre de chirurgiens que nous avons jamais eu dans ce groupe. Un voyage de cette nature demande beaucoup de travail et beaucoup de personnes se sont investies, certains dans l'ombre. Et je voudrais aussi remercier M. Mbacké Dioum qui s'est beaucoup investi pour que cette mission puisse être organisée. Des consultations et interventions chirurgicales réalisées entièrement à l'hôpital principal avec le respect strict des mesures de sécurité en cette période de Covid-19. Et pour en finir avec la santé, en tout cas pour ce soir, sachez que le professeur Daoud Ndiaye est désormais à l'Académie nationale de pharmacie française. Il a fait donc son entrée historique ce mercredi. La médaille de lauréat du prix francophone de la pharmacie a été décernée ce 15 décembre à Paris par l'Académie nationale de pharmacie française au professeur Daoud Ndiaye, une cérémonie solennelle qui s'est tenue dans la prestigieuse salle des actes de l'Académie, classée monument historique mondial. L'école sénégalaise et celle africaine sont aujourd'hui reconnues par les pays francophones du monde entier à travers cette distinction. Nébuleuse, l'affaire des faux
l'affaire des faux passeports diplomatiques, une affaire qui est loin de connaître son épilogue, après les cas notamment des 2 députés de la majorité, Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Des agents du ministère des Affaires étrangères sont à leur tour mouillés. Pour Babacar Seye, président de l'organisation Horizon Sans Frontières, eh bien, il faudrait tout simplement suspendre la délivrance de ce type de documents le temps que les autorités compétentes fassent toute la lumière sur cette affaire. Marcel Farba-Maroun. Supprimer temporairement le processus de délivrance des passeports diplomatiques, telle est la solution à adopter pour stopper le phénomène du trafic de ce document, selon celui qui dirige l'organisation Horizon Sans Frontières. Nous estimons que l'État du Sénégal devrait le plus rapidement possible faire un communiqué pour annuler ces passeports diplomatiques. Il faut annuler tous les passeports diplomatiques en attendant de définir d'autres critères de valeur et d'objectivité sur l'obtention de ces passeports-là. Parlant justement de valeur, force est de reconnaître que cette pratique ne fait que ternir l'image du Sénégal. Déjà, il y a 2 ans, l'Union européenne indexait l'État dans cette affaire. La justice est aussi interpellée afin de stopper l'hémorragie et plus simplement de démanteler la chaîne de corruption dans les institutions et les pouvoirs publics. Il y va de la crédibilité de l'État du Sénégal et même de notre appareil judiciaire. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faudra le plus rapidement possible tirer cette affaire au clair. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de failles dans la délivrance de ce document. Même si on reconnaît que l'État du Sénégal est souverain en matière de délivrance de passeports diplomatiques, mais il faudra aussi reconnaître que nous avons laissé les règles de l'orthodoxie dans la délivrance de ce document. C'est quoi un passeport diplomatique? Quelle est la fonctionnalité d'un passeport diplomatique? C'est tout simplement d'assurer la fluidité des actions de l'État dans les relations internationales. En rappel, la division des investigations criminelles aurait bouclé l'enquête sur le trafic de passeports diplomatiques. Pour l'heure, 3 personnes, dont 2 agents du ministère des Affaires étrangères, sont placées en garde à vue depuis vendredi. Et selon le journal Libération, le chancelier Amadou Kébé est recherché pour arrestation. Mais l'amicale des chanceliers des Affaires étrangères du Sénégal a démenti l'information, précisant que la personne en question ne fait pas partie du corps des chanceliers des Affaires étrangères. Hors de Dakar, la capitale, les populations entre Kayar et Djender pestent contre l'attribution de leurs terres à des exploitants de zircon. Tout est parti d'une polémique autour d'un permis d'exploitation que l'État aurait attribué à des privés pour la mise en valeur d'un terrain de 36 hectares destiné justement à l'exploitation du métal précieux. Eh bien, ce que ces populations réfutent, selon ces dernières, l'attribution est illégale parce que faite sans délibération des communes concernées. Informé, le ministre des Mines s'est même rendu, j'y arrive enfin, le ministre des Mines s'est même rendu sur place pour trouver une solution, Charanta Diop. À cheval sur Kayar et Djender, à l'origine du Kourou, 36 hectares avaient été attribués à une société AIG par l'État du Sénégal pour l'exploitation du zircon, sans délibération foncière par les communes de Kayar et Djender. C'est pourquoi les populations avaient arrêté les travaux. Le ministre des Mines et de la Géologie était venu dans ces localités pour s'enquérir de la situation et trouver des solutions. Au niveau de Djender, il y a un grand périmètre qu'on avait donné pour un périmètre de recherche qui était donné à la société AIG, qui contenait même des villages et beaucoup d'autres carrières possibles. Et c'est ça, disons, l'origine de certains problèmes. Et il faut encore continuer à discuter avec les villageois et avec les maires pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, il y a une carrière et il y a une potentialité, disons, de développer les zircons dans cette zone-là. Mais il faudra l'accord préalable des populations. Et je pense qu'avec l'ensemble des acteurs,
je pense qu'il peut y avoir des solutions. Au niveau des carrières visitées, le ministre a exhorté les promoteurs à respecter le code de l'environnement. Le problème qui est aussi assez important, quelquefois on laisse les carrières se dérouler et à la fin des carrières, il y a un trou béant qui reste dans la collectivité territoriale. La responsabilité sociale d'entreprise ne se limite pas seulement au social. Le ministre des Mines recommande aux promoteurs de penser à la préservation de la biodiversité. Parlons à présent d'un rapport sur les migrants. C'est le rapport du réseau SOS Torture. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? Qu'une enquête a été réalisée auprès de migrants, de demandeurs d'asile, mais aussi de réfugiés. Et résultat, ces derniers sont toujours confrontés à des formes de violence pendant leur déplacement. La présentation du rapport s'est faite ce mercredi au cours d'un séminaire. C'était en présence de notre reporter Mohamed Lamine Fall. La torture et les mauvais traitements en particulier sont omniprésents le long des routes migratoires à chaque étape. Alors que les mouvements migratoires vers l'Europe continuent d'attirer beaucoup d'attention, le lien entre migration et torture reste largement dans l'ombre. La torture est une constante. Les migrants font face à des actes de torture et de mauvais traitements aux postes frontières, aux postes de contrôle, de police, dans les lieux de détention et de rétention. Les migrants sont systématiquement rackettés par les forces de sécurité. La torture n'est pas une question nouvelle, mais elle s'est accrue ces dernières années de façon exponentielle. Ce qu'on remarque, c'est que les frontières et les postes de contrôle sont particulièrement dangereux, notamment entre la Libye et l'Algérie, mais également au Tchad, au Soudan, au Burkina, au Mali et au Nigeria. Donc c'est vraiment à chaque étape. Le réseau SOS Torture indexe les accords de migration signés entre l'Union européenne et certains États africains, ainsi que les lois et les politiques qui criminalisent les migrants. Les lois qui ont été adoptées dans nos pays ces dernières années, donc depuis 2015, revêtent un caractère qui laisse penser qu'elles ont été influencées par, notamment l'Union européenne, mais disons par les autres instances, les autres partenaires internationaux de nos pays, et pas que l'Union européenne, les États-Unis, etc., qui veulent effectivement protéger leurs frontières. Une tendance à criminaliser la migration irrégulière et, deuxièmement, à avoir systématiquement recours à la détention des migrants, y compris de personnes extrêmement vulnérables qui ne devraient pas être détenues, y compris les victimes de torture, les victimes de violences sexuelles. Les routes de la torture est donc un rapport qui alerte et qui retrace le cycle d'abus contre les personnes en situation de déplacement en Afrique. Autre rencontre dans ce journal, elle concerne une journée de partage et de réflexion pour le respect de la loi sur la parité. C'est l'initiative du COSEF, le Conseil sénégalais des femmes, à l'endroit des candidates et des futurs élus. L'objectif visé, c'est d'aider ces dernières à confronter les réalités du processus électoral. Pat Bintou Conté et Mohamed Dian ont assisté à la rencontre du COSEF compte rendu. Pour les élections locales prévues dans un mois, le COSEF, Conseil sénégalais des femmes, initie une campagne de plaidoyer pour le respect de la loi sur la parité. Parce que nous considérons que l'accès des femmes aux instances de décision, pour nous, est une exigence. L'accompagnement des femmes au niveau du processus électoral est également important pour développer notre pays. Donc nous les accompagnons, on identifie avec elles les besoins vraiment spécifiques dont elles souhaiteraient être accompagnées et nous les accompagnons dans ce sens. Elles sont plus d'une centaine de femmes têtes de liste ou candidates. Après d'âpres luttes, le défi reste à relever. Ici, aujourd'hui, nous avons entre les femmes têtes de liste sur les deux listes proportionnelles et majoritaires. Ensuite, les femmes qui sont deuxièmes sur les listes, nous sommes 150 à peu près. Donc c'est la première fois au Sénégal que nous enregistrons autant de femmes candidates et autant de femmes têtes de liste. Donc elles se sont battues pour être têtes de liste, pour demain être maire. La loi a été respectée, mais il y a eu beaucoup de défis à relever. Et ce sont des défis encore qui existent pour que nous puissions avoir
une parité parfaite. Cet accompagnement des femmes candidates et futurs élus est d'une importance capitale et prépare l'entrée de ces dernières dans la prochaine campagne. Les candidates femmes aux mairies et aux différents conseils départementaux vont avoir l'occasion de discuter des points critiques du processus électoral. Ils vont également avoir l'opportunité de présenter leurs priorités, les priorités qu'ils vont adresser lorsqu'ils seront élus maires et présidents de conseil départemental. Je pense que donc c'est une bonne opportunité qui prépare bien l'entrée dans la prochaine campagne. La participation des femmes pour ces joutes électorales demeure capitale, mais les aider à mieux amorcer cette campagne est primordial, vu que pour ces élections, leur nombre est assez conséquent. Une fois n'est pas coutume, nous parlons d'art culinaire dans ce journal et quand on évoque le nom de Penda Mbaye, eh bien on pense forcément à la gastronomie sénégalaise, notamment au tchéboudienne. Notre plat national a rejoint ce mercredi la pizza italienne ou encore le couscous maghrébin sur la liste des spécialités culinaires inscrites à l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies a donné une suite favorable à la demande du Sénégal consistant quelques mois plus tôt justement à inscrire le riz au poisson au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le récit est signé Ibrahima Kane. C'est désormais officiel. Le tchéboudienne est inscrit au patrimoine mondial culturel immatériel de l'UNESCO. La demande était faite depuis octobre 2020 par le ministère de la Culture, mais c'est ce mercredi que la gastronomie sénégalaise a été à l'honneur avec l'inscription du plat national, à l'instar d'autres spécialités étrangères, notamment le couscous marocain, le kimchi coréen ou encore la pizza napolitaine sur la longue liste des spécialités culinaires à l'UNESCO. Une bonne nouvelle pour le Sénégal et son secteur touristique mis à genoux par le Covid-19. L'inscription du plat national à l'UNESCO, sans doute, participera à mieux promouvoir la destination Sénégal. Le riz au poisson, communément appelé tchéboudienne, préparé avec ou sans tomate, est une spécialité sénégalaise servie au déjeuner dans la plupart des ménages et dans les restaurants du pays. Une spécialité associée généralement à la célèbre Penda Mbaye, transmise de génération en génération. Allez, du sport avant de clore cette édition. Ça démarre par l'association des clubs de foot européens qui engage le bras de fer avec la CAF. Elle vient de saisir à travers une lettre la Confédération africaine de football et la FIFA pour l'annulation de la CAN au Cameroun. Une décision insensée selon le président de l'ANPS, Abdoulaye Cham, que nous écoutons. Il faut avoir ce qu'on appelle de la qualité et l'intérêt à agir. Je ne vois pas quelle est la qualité aujourd'hui dont disposerait cette structure dénommée ECA pour saisir et la CAF et la FIFA dans le seul but d'annuler une compétition comme celle de la CAF. Donc cette CAN-là. Deuxième chose, et s'il faut aussi faire remarquer, c'est qu'il faut que l'Afrique se fasse respecter. Nous ne pouvons pas être un continent avec un contingent de 54 États, mais qui ne sert que de bête électorale. Le troisième aspect, à mon avis, c'est que quand même le prétexte, il est plus que fallacieux. Le prétexte de Covid-19 ou d'Omicron est plus que fallacieux, parce que quand même l'Omicron fait beaucoup plus aujourd'hui de ravages en Europe, et pourtant, les championnats anglais, la Premier League, elle est remplie, les stades sont remplis, le championnat de France, il est rempli, la Bundesliga, idem, l'ensemble des 14 championnats européens les plus représentatifs aujourd'hui déroulent leurs activités et souvent nous voyons que dans les gradins les gens ne mettent même pas de masque. Et nous restons avec la CAF qui rejette justement toute idée d'annulation de la CAN Cameroun 2021. On va parler également de Sergio Aguero qui met terme à sa carrière de footballeur professionnel à seulement 33 ans. Teungueth FC, c'est le football local qui annonce la réhabilitation du stade Ngalandou Diouf d'ici samedi prochain. Et le menu de toute cette actualité sportive est toujours signé, cher Sadibou Diarra. Le football pour commencer. Teungueth FC retrouve le sourire. Le club a grand espoir de disputer la 4e journée de la Ligue 1 au stade Ngalandou Diouf. À en croire le président de Teungueth FC, Babacar Ndiaye, dans le quotidien sportif Record, les travaux de réfection ont débuté et le stade sera prêt
samedi prochain. 20 millions de francs CFA seront déboursés pour les réparations qui vont de la peinture à l'installation de 1000 chaises aux tribunes, passant par la pose de la pelouse. Teungueth FC peut alors se réjouir de pouvoir accueillir Ndiambour de Louga ce samedi. Autre préoccupation, la 33e édition de la CAN qui démarre dans moins d'un mois. Une compétition au centre de Bisbee entre les clubs européens et la Confédération africaine de football. Sur une motivation d'un manque de garantie sur le protocole sanitaire de la CAF, l'Association des clubs européens, ECA, a adressé une lettre à la FIFA pour mentionner ses craintes et ses menaces de ne pas libérer les footballeurs africains. Elle laisse de marbre l'instance du football africain qui rappelle avoir déjà trouvé un terrain d'entente avec l'État camerounais sur la gestion sanitaire de la CAN 2021 avec des protocoles anti-Covid-19. La CAF va même exiger un pass sanitaire pour toute personne qui veut entrer dans un des stades de la compétition. Pas moins d'1 million de tests gratuits vont être réalisés. Patrice Motsepe et son équipe révèlent également qu'une annulation de la CAN n'est pas à l'ordre du jour. A disputé son dernier match officiel le 30 octobre dernier. Agüero, ses 15 années de carrière avec 21 titres glanés sous les couleurs de l'Atlético Madrid et de Manchester City. Basketball NBA pour terminer. Le meneur de jeu des Warriors de Golden State, Stephen Curry, est entré dans l'histoire de la discipline. Il est désormais le recordman des tirs à 3 points réussis dans la Ligue nord-américaine. Stephen Curry, 2977 tirs primés en 789 rencontres. Série en cours. Détrône l'ancien roi des tirs à 3 points Ray Allen qui en avait marqué 2973 en 1300 matchs. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, dans la deuxième partie du Soir d'Info, retrouvez Abdoulaye Der qui est déjà de l'autre côté du plateau. Il reçoit ce soir Seydou Sané. Alors, il est président du Casa Sport, porte-parole de la Fédération sénégalaise de foot et binôme, candidat, on va dire binôme de Benoît Sambou à la mairie de Ziguinchor. Abdoulaye, très bien dit, tu reçois ce soir un invité avec plusieurs cordes à son arc. Alors monsieur, ce sera plus politique ou sport ce soir? Sport et politique.